Dessin et fond marin. Dessin et imaginaire du fond marin. Ah oui. Alors, l'idée m'est venue parce que notre cher ami Jérémy Bruguidou, que tu connais bien, m'a lancé un défi. Il m'a écrit il n'y a pas si longtemps et il m'a invité l'année prochaine, en 2025, de faire un brainstorming à Marseille avec plusieurs artistes, chercheurs, sur l'imaginaire du fond marin. Voilà, je me dis, tiens, intéressant, ok. Et sur ça, tu me dis, je viens à Montreuil. Donc je m'étais dit, et que tu connais Jérémy. Donc je m'étais dit, bon, il y a quand même un truc à faire puisque tu es quand même un grand spécialiste de plancton. Généraliste. Généraliste. C'est vrai en plus. Généraliste. Spécialiste. Généraliste, c'est très bien. Et hier, au Centre Pompidou, pour le Forum de la biodiversité, on nous apprend qu'il y a eu plus de gens qui est allés sur la Lune que dans le fond marin. Donc nous ne connaissons pas le fond marin. Ah, je ne suis pas sûr de ça. Hein. C'est ce qu'on dit, mais je ne suis pas sûr. Fake news? Non, parce que les bathyscaphes, ça existe quand même depuis assez longtemps. Et donc, ils ont emmené quand même beaucoup de gens, petit à petit, au fond des océans. Mais pas aussi au fond. Oh, si, jusqu'à 10 000... Je crois que le record, c'est Cameron dans son... Bathyscaphe, c'est les scaphandres ou c'est ça? Non, c'est bathyscaphe, c'est des engins comme ça. Ah, voilà, ça, c'est celui de Cameron. Alors, lui, Expédition Deep Sea Challenge, 10 800 mètres. c'est ce que j'avais dit, 10 000 mètres, mais... Non, c'est ça, c'est 10 900, le record. Il n'y a même pas la lumière qui passe, on est d'accord. Oui, là, non. Et moi, l'idée, c'était que quand je regarde les images des abysses, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu sur une autre planète. C'est-à-dire que c'est un peu l'univers, en fait, avec ce noir sidéral et ces êtres bioluminescents ou presque comme un extraterrestre et tout. Et quand je regarde ces images d'abysses, je me dis, mais on dirait que, tu vois... Oui, il y a de la lumière créée par les animaux. Et des petits points qui font un peu comme les étoiles et tout. Et je me dis, mais il y a un lien... Il y a un lien, en tout cas dans l'imaginaire, entre le cosmos et le fond marin. Ouais. Et c'est là que donc, je me suis intéressée un peu à l'écrit de Foucault, où il parle des analogistes, donc, qui font un lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et par exemple, je te lance une phrase. L'analogisme est un type de pensée qui voit un lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre le corps humain et les astres, entre les signes visibles qui superposent avec les compréhensions qui étaient alors invisibles. Ce concept existe déjà au temps grec et même dans l'ancien Inde, dans l'ancien Chine. Ces similitudes qui nous permettent de comprendre le monde se manifestent par des signes. Le visage du monde est couvert de blasons, de caractères, de chiffres, de mots obscurs, de hiéroglyphes, disait Turner. Et l'espace des immédiates ressemblances devient comme un grand livre ouvert. Foucault, Les mots et les choses, page 42. Donc, tu vois, ce concept entre les signes du visible qui superposent avec des choses invisibles, le corps humain entre les astres. Tu m'avais parlé de radiolaire tout à l'heure, justement. Oui, ou d'acanthaires. C'est ça, parce que les acanthaires, c'est vraiment, on dirait des étoiles. Hein. Alors, explique-nous ce que c'est que les acanthaires. Parce qu'ils ont des axopodes, des espèces de grandes, comme des rayons, en fait, que fait une étoile. C'est pour ça que ça a vraiment une aire d'étoile. Mais une étoile fine avec des axopodes qui sont fins, qui sont comme ça. Ouais. Comme un peu des rayons. Voilà, comme des rayons. Et c'est pour ça, et ils tournent sur eux-mêmes. Alors explique-nous ce que c'est qu'un acanthaire, parce que les enfants ne connaissent pas les acanthaires. Voilà, voilà des acanthaires. Tu vois, ça ressemble à des étoiles. Oui. Et là, on dirait des vaisseaux spatiaux. Ça, mais enfin, des vaisseaux spatiaux, des petits Spoutniks. Des Spoutniks. On sent le. Mais c'est pas vivant, hein. Pas vivant. Tu vois ça, regarde, ça j'adore. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est un étoile, quoi, déjà, tu vois. Voilà, ceux-là, ils ressemblent un peu. Oui, c'est un peu des astres. Des astres, voilà. Ça, c'est un acanthaire, oui. Ça ressemble à des étoiles. Et ça, c'est des radiolaires. Ah oui, rien à voir. Qui ont des formes quand même très bizarres. Alors, tu peux leur expliquer ce que la différence entre les acanthaires, les radiolaires, les planctons? Constitués d'une seule cellule,
Donc c'est des unicellulaires, c'est une seule cellule. Ils sont tout petits. Ils sont pour la plupart microscopiques. Une cellule. Mais il existe également des espèces visibles à l'œil nu. Pourquoi dans notre imaginaire, ça nous fait penser à des étoiles, enfin, ok, à des Mais pics et radiolaire, tout. parce que le radio, c'est irradié, quoi, déjà. Ah, déjà, donc quand on Oui. les avait baptisés, on pensait déjà aux rayons. Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça. Voilà, tous les Ouais. petits points là, c'est des... C'est des algues. Et là, j'ai une... Dans celui-là, on voit à quoi ressemble cette microalgue photosynthétique qui est là. Et là, tu la vois mieux en fluorescence. C'est ça. Et alors, moi, j'ai un collègue qui les appelle, et j'aime beaucoup ça, il s'appelle des végimaux. Des végimaux. Parce qu'on pourrait presque appeler ces chimères des végimaux. Ils se maintiennent généralement dans les couches superficielles des océans où s'agrègent à la surface, là où l'air clairement est maximal. Parce qu'ils sont à moitié animal, à moitié végétal, l'ensemble. Oui. Oui, eux, ils s'adaptent vraiment, ils sont capables de s'adapter à des environnements pauvres. Parce que s'il n'y a pas de bactéries ou de choses pour manger, ils ont toujours la capacité de vivre parce qu'ils ont domestiqué, on peut dire. Regarde, j'ai fait un siphonophore qui part de là. Ah oui. Moi, j'ai fait ça. Alors tu sais que c'est les plus longs animaux du monde. Combien de mètres alors? Alors dis-moi, à ton avis, ça fait combien de mètres? Ça peut faire combien de mètres? 70 mètres. Hein? 70. 70 mètres, oui, tu as raison. Ici, ils ont un long... Ça s'appelle comme un cordon ombilical, ça s'appelle un stolon. Un stolon comme les plantes? Oui. Et tu sais ce qu'ils font? Ils ont des colonies ici, des colonies pêcheurs. Ah, c'est ça qui est urticaire? Voilà. Oui, parce Ici, ils qu'hier, ont il des me disait colonies. Et quand un petit poisson passe, là, par exemple, petit poisson passe, ils ont ici des cellules qui piquent comme les méduses. Et ils vont empoisonner le petit poisson. Si Et je le fais un mangent. autre ici, alors le petit poisson il passe. C'est comme des filets pêcheurs. Et ici, il a une colonie bouche. Colonie bouche. Voilà. Ils ont plein de bouches. Ils ont plein de bouches. Ils ont aussi des petites méduses. Ils fabriquent des petites méduses. Mais les bouches sont comme ici, ça, là, comme en ça, milieu, comme ça, Christian? tu vois, une petite méduse. Mais ça, c'est des lèvres. Une bouche. Ils ont des petites méduses avec des œufs et puis des petits sacs de spermatozoïdes. Et ils les relâchent pour se reproduire, ils les relâchent. Chaque substance simple est un miroir vivant perpétuel de l'univers. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation? Bah, oui, parce que la substance simple, pour moi, ça m'évoque les éléments. Les éléments Les comme éléments les atomes, atomiques. les éléments atomiques, Oui. d'accord. Pourquoi ça te faisait penser à l'hydrogène tout à l'heure? Ben, je sais pas, cette phrase m'a fait penser à l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est l'élément universel, l'élément le plus abondant, 90 et quelque chose de l'univers, et aussi c'est le moteur de la vie. Donc pour moi, l'hydrogène, c'est vraiment... Et celui qui a donné naissance à tous les autres éléments. C'est pour ça que je pense... ça m'a fait penser à l'hydrogène comme... C'est presque le dieu des éléments. C'est l'hydrogène qui donne naissance à tous les autres atomes. Voilà. Par des réactions, des transformations nucléaires dans les étoiles. D'après la théorie du Big Bang, c'est le premier élément qui est apparu dans l'univers et qui représente encore... plus de 95% des éléments dans l'univers. 95% des éléments dans l'univers, c'est l'hydrogène. Oui. Et c'est bizarre que ça ne soit pas quelque chose que tout le monde connaisse. C'est vrai. Bon, alors, du coup, je reviens à mon histoire initiale. Le fond marin, ici. Oui. Là, qu'on est en train d'imaginer, puisqu'on n'arrive pas vraiment à le voir. Est-ce que tu penses que c'est ridicule de dire que là, il y a un lien, ça c'est l'univers, universe, qui avec les étoiles, qu'il y a un lien
très très étrange, mais peut-être pas si étrange que ça, entre ça et là. Il y a beaucoup de choses entre les deux. Hein. Ça devient un peu plus ésotérique, mais entre l'atome, l'électron qui tourne, et dans l'univers, de la gravité et des planètes qui tournent. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ça et ça? C'est un peu la même chose entre ça et ça, et entre ça et ça. Qu'est-ce que toi tu en penses en tant que... Oui, d'un point de vue graphique. Mais ça, c'est une vue... En plus, ça, c'est une vue très naïve de ce qui se passe dans les atomes, je pense. Il y a des probabilités de se situer sur une zone, alors que là, c'est beaucoup plus certain que ça. On pourrait dire qu'il y a une certaine analogie. Pour moi, c'est pas évident. Bien sûr, à part ces similitudes de forme. Peut-être que Lily pourra te dire. Et pense que c'est lié entre le fond marin et l'univers. Mais je crois que c'est peut-être que c'est une imaginaire un peu d'enfant, en fait, non? Peut-être quand on est enfant, peut-être c'est un point de vue, tu vois. Encore une fois, quand on regarde les photos d'Abyss, il y a un point de vue, je sais pas, il y a une imaginaire, tu vois, de vaisseau spatial, tu vois, des extraterrestres, d'un supernova, d'un alien. Ou d'un autre alien. Enfin, tu vois, il y a une imaginaire constant et qui dénote pas. Enfin, je veux dire, tu montres à ça, tu dis, en effet, ça ressemble beaucoup à une nébuleuse de crabe, enfin, tu vois. Oui. Non, peut-être le lien, c'est peut-être les engins, enfin l'exploration dont on a parlé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre explorer le cosmos avec des instruments et envoyer des engins pour l'exploration et explorer les grands fonds avec aussi des engins qui ressemblent un peu à des fusées ou des vaisseaux spatiaux. Okay. Ça pourrait être une piste. Et ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on remarquait qu'il y a plus de personnes qui ont été dans l'espace que dans les grands fonds marins. Ce dont je doute, je pense qu'il y a des centaines de personnes seulement qui ont été dans les deux environnements. Voilà, à peu près. Mais je ne sais pas si c'est plus l'un que l'autre. Oui, pour explorer l'espace, on peut déjà à petite échelle explorer le fond marin pour avoir une sorte de même geste qu'on pourrait éventuellement reproduire. Oui. Ben, il y a par exemple Rougerie s'est coltiné avec ce problème des gens qui pourraient vivre une période de temps assez long. C'est un peu comme la station spatiale, c'est une station au fond des océans. Les explorateurs, c'est ça, c'est qu'ils sont attirés par des aventures où il y a de l'hostilité. Et c'est pour ça que je suis attirée aussi, parce que je suis attirée.